Merci Madame la Présidente. Excellence, je suis heureux d'être sous cette coupole ce soir pour vous présenter rapidement l'historique de cette revue intitulée Hesperis au début du protectorat et qui a changé de nom après l'indépendance, qui est devenue Hesperis Samouda. Je vais revenir presque sur tous les points qui ont été évoqués par notre doyen, professeur Jamal Dilhani, mais avec des illustrations pour que je revienne à mon métier d'historien, même en parlant de cette revue. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur l'histoire de la presse, que ce soit pour l'époque coloniale ou après l'indépendance. Mais l'histoire des revues scientifiques reste encore à faire. Et je vais illustrer mon propos en parlant de l'expérience de Hesperis. Les deux couvertures que vous voyez nous permettent de connaître les éléments essentiels qui constituent la personnalité de cette revue en 1921. Une couverture sobre, presque muette, avec un nom un peu bizarre, avec une absence très remarquée de la personnalité marocaine de cette revue. En outre, pour ce qui est de il se limite en deux mots qui dit ceci: la revue Hesperis Samouda est consacrée à l'étude du pays et des populations. Rien d'autre. Ça veut dire que les autorités du protectorat étaient intéressées primo par le pays et par ses populations. Cette ligne éditoriale va connaître un changement ultérieurement. Encore fantomatique, on ne connaît pas le comité de rédaction de cette revue. Il n'y a aucun nom. Il n'y a personne. Alors, pour saisir un peu le petit mystère là qui existe, c'est qu'une année auparavant seulement, au mois de décembre 1920, le premier numéro du bulletin de l'Institut des hautes études est paru avec cette couverture qui, au moins, a un minimum de personnalité. On mentionne l'Empire chérifien, le protectorat de la République, le bulletin de l'Institut des études, et il y a cette étoile qu'on va la retrouver sur le drapeau marocain. En plus, on va trouver le nom des membres du comité de rédaction. Et ce sont des noms prestigieux, Laoust, Lévi-Provençal et les autres, qu'on va retrouver dans toutes les publications de la revue de Hesperis Samouda de 1921 jusqu'à la dernière date, jusqu'à l'apparition du dernier numéro sous la responsabilité de l'administration des protectorats en 1959, pas 56. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on est parti, on a décidé de faire paraître ce numéro, et pas une année après, parce que le numéro est paru au mois de décembre. Ça veut dire que le numéro a été préparé en urgence et qu'on voulait commencer à travailler. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On se retrouve 2 mois après avec cette couverture, avec un nom bizarre où il n'y a aucune mention du Maroc. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toujours un mystère. Est-ce que Lyoté n'a pas été content avec ses connotations marocaines bien exprimées dans le bulletin qui est paru fin mois de décembre? Est-ce que les membres de son bureau n'étaient pas d'accord parce qu'il fallait agir autrement? Alors la suite,
On va la connaître avec encore des mots annoncés par Brahim Boutaleb qui dit ceci. Pour la création de cette revue, il dit que la création d'une nouvelle revue sous le nom d'Hespéris est considérée comme un prolongement du travail mené par les missions scientifiques depuis 1904. Ça veut dire que le protectorat avait déjà commencé à publier des travaux. Mais avec le début de la guerre, etc., les autorités du protectorat ne savaient pas comment agir, comment commencer à travailler. Et c'est la raison pour laquelle ils ont créé ce bulletin et puis ils sont revenus pour créer... la création de Hespéris est considérée comme un prolongement du travail mené par les missions scientifiques depuis 1950. Elle avait pour but de regrouper les efforts et de mieux couvrir le projet colonial en voie de stabilisation au lendemain de la Grande Guerre. Hespéris, le nom qui est un peu bizarre, est le terme par lequel les Grecs désignaient le Maroc antique. Hesper, en grec, veut dire le soir ou l'Occident. C'est la traduction exacte du mot arabe, Maghrib, jouant sur le mot, le colonisateur laissait apparaître le désir que le taraudait de détacher le Maroc de ses racines arabo-musulmanes pour mieux le fixer dans la mouvance de l'Europe. Et pourtant, cette même stratégie, cette même ligne éditoriale va continuer et on va publier d'une manière très régulière, très constante, 3 fascicules par an de cette revue qui va continuer sa marche jusqu'à 1959, tout en étant publié, édité à Paris et non pas au Maroc, vu les moyens techniques qui existent, vu les besoins de l'impression. Hespéris publiait des photos, des illustrations, des travaux archéologiques avec beaucoup d'éléments, même comme vous voyez dans la couverture. Et encore, il n'y a toujours pas cette personnalité marocaine. On met des éléments d'architecture, etc. Et c'est le dernier numéro, la couverture du dernier numéro qui va paraître en 1959. Pourquoi on édite la revue à Paris? Pas seulement pour des besoins techniques, mais aussi pour assurer sa diffusion en Afrique du Nord. La même revue est distribuée en Algérie et en Tunisie. Ça sera plus facile de faire parvenir des exemplaires de cette revue en Tunisie et en Algérie que de la faire partir du Maroc. Alors, il y avait cet impératif. Et nous avons trouvé, effectivement, en Tunisie, dans la maison de Ibla et la Bibliothèque nationale, des revues qui dataient des années 30 et des années 40. Il est aussi important de signaler que la parution de la revue n'a jamais connu une interruption, même pendant la guerre mondiale. Pendant les années 39, 40, 41, nous avons tous les numéros. Ça veut dire que la revue avait une structure bien solide. Il y avait une équipe très forte qui prépare la matière et que même la guerre n'a pas empêché la publication, l'édition de cette revue. Chose très intéressante, on va remarquer, tout à l'heure, j'ai parlé de la ligne éditoriale de la revue qui se limitait à l'étude du pays et de sa population. Mais après l'année 1950, au début des années 50, un grand changement va s'opérer. La revue Hespéris Samouda va changer totalement de ligne éditoriale. On a déjà parlé de la ligne éditoriale de la revue après sa création en 1921, mais à partir des années 1950, on trouve ceci. La revue Hespéris, publiée par l'Institut des hautes études marocaines, est consacrée à l'étude du Maroc. Les choses commencent à s'amplifier, commencent à prendre de l'ampleur, de son sol, de ses populations. On ne parle plus de sa population, mais de ses populations. On parle aussi de leur civilisation. C'est très important. De leur histoire. Ça veut dire, au début des années 20, les autorités du protectorat ne reconnaissaient pas que ce pays avait
une histoire, avait des civilisations, avait... C'est après le travail qui a été fait par des hommes de qualité, comme Lévi-Provençal et Larousse, etc., et Colin, etc., des hommes de grande valeur, qui ont oublié l'entreprise coloniale et qui se sont engagés à plein temps sur la science. Et c'est ce qui fait la valeur de cette revue. C'est une revue qui a été créée par le protectorat, par les colonisateurs, mais la science a pu la libérer, lui rendre sa libération, même sous le protectorat. Et ça, c'est très important. Je continue. Leur civilisation, leur histoire, leur langue, elle s'intéresse aussi d'une manière générale à l'histoire de la civilisation de l'Occident musulman. En plus, il y a des revues bibliographiques périodiques concernant tout ce qui est publié sur le Maroc, complète pour le lecteur le tableau des résultats de l'enquête scientifique. On parle d'enquête scientifique, c'est du travail sérieux. Dans ce pays est l'objet de la part de savants. Ce n'est pas des idéologues, c'est vrai que ce sont des anthropologues, mais ce sont des savants qui font du travail scientifique. Des savants de toutes les disciplines. Si on revient à la table qui a été publiée sur tout ce qui a été édité par la revue entre 1921 à 1935, on est parti de connaissances basiques et fondamentales à travailler avec des sciences exactes, presque, l'archéologie, les arts indigènes, le droit, l'ethnographie, l'histoire, le linguistique, etc. Alors, la revue a dû changer de ligne éditoriale au fur et à mesure que le temps passe et que les colonisateurs, les savants de la colonisation sont convaincus qu'il s'agit d'un pays qui a une civilisation, une histoire, etc. Dans la zone espagnole, il y a eu la création d'une autre revue du même nom, encore Tamouda, ce n'est pas un nom qui reflète la personnalité marocaine, mais au moins avec Tamouda, on a le nom de l'équipe éditoriale. Et parmi le nom de cette équipe éditoriale, on retrouve le nom d'Abdallah Gnoun. Ça veut dire un Marocain qui travaillait... Pardon, je vais faire vite. Alors, pour ne pas m'attarder, après l'époque du protectorat, en 1950, le Maroc a récupéré cette revue, comme a dit Monsieur le doyen tout à l'heure, mais en fusionnant la revue de Hespéris avec la revue du Tamouda qui paraissait dans la zone nord. Nous avons là le premier fascicule qui est apparu en 1960 et la publication ne se fait plus à Paris mais au Maroc, les éditions techniques nord-africaines. La même chose continue, il n'y a toujours pas de nom de comité de rédaction. C'est toujours muet. On ne connaît pas que sont les gens qui éditent cette revue. Est-ce que cette stratégie qui a été peut-être adoptée au début par l'IOT avait pour but de laisser le choix de changer les chercheurs, les anthropologues, etc., selon les besoins du moment? On n'en sait rien. Mais ce qui est bizarre, c'est que cette même stratégie sera adoptée aussi sous le protectorat. Pour aller vite, la ligne éditoriale de la revue, qui est devenue Hespéris Tamouda, est publiée par la section de recherche de la Faculté des Lettres. Et on ne les connaît pas, les personnages qui constituent cette section. Qui sont-ils? C'est presque le même mystère pour la revue de Hespéris au début du protectorat. Mais on garde toujours la même ligne éditoriale, est consacrée à l'étude du Maroc, etc., etc., et elle continue à le ressembler, etc. La revue, comme disait tout à l'heure M. Ouldoya, la transition de la revue, le passage de la revue de la période coloniale à l'époque de l'indépendance a été assuré par un groupe dont notamment le professeur Germain Ayesh, que Brahim Boutaleb qualifie de cheville ouvrière de cette nouvelle étape et de cette nouvelle synthèse qui était Germain Ayesh. C'est toujours Brahim Boutaleb qui parle. Il dit que qui mieux que lui pouvait assurer la poursuite d'une telle publication et la maintenir à un haut niveau scientifique? Qui mieux que lui, militant anticolonialiste,
réprimé pour son engagement et son combat, pouvait sauvegarder les fidélités passées pour susciter des nouvelles. Germain Heyesh est mort en 1990, mais il a réussi à maintenir cette revue en vie. C'est toujours Brahim Boutaleb qui parle du décès de Brahim Boutaleb, de Germain Heyesh au mois d'août 1980. Il dit en son compte ceci: c'est une grande perte pour la faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat, dont il était depuis sa création en 1959 une des figures de proue. C'était une grande perte pour la recherche historique et pour l'enseignement de l'histoire, dont il a contribué à asseoir les fondements scientifiques dans l'université marocaine renaissante. C'est une grande perte enfin pour Hespéris Samouda, dont il a assuré l'apparition depuis 1960, lui consacrant beaucoup de son temps et ses belles qualités d'homme de science ordonné, tenace et affable. En réalité, vraiment, il faut le dire franchement, on a presque oublié Germain Heyesh. Et là, c'est une chose qu'on doit se rattraper avec le centenaire et penser à créer au moins une chaire en son nom. Parce que, vous voyez ce qu'il a fait, contribuer les fondements scientifiques de l'université marocaine. Il n'était pas seul, il y avait beaucoup, mais Germain Heyesh mérite aussi sa chaire, comme les autres, comme Paul Pascal, de cette époque, comme Fatima Mernissi et les autres. Il faut vraiment y penser avec le centenaire. Il faut que ce soit l'événement phare de ces festivités, de cette célébration du centenaire, non seulement pour honorer la mémoire de cet homme, mais pour revenir à ces idées, parce que le problème dont nous souffrons aujourd'hui au département d'histoire, à l'écriture d'histoire, l'histoire aujourd'hui s'écrit sur des bases de connaissances livresques. Il n'y a plus d'étudiants qui vont aux archives et qui travaillent sur les archives. Le directeur des archives, Jabba Bida, est là, il peut en être témoin. Dans les archives du Maroc, il n'y a que des Européens, des étrangers, et il y a des étudiants qui viennent, qui fuient. Il faut revenir à cette époque, parce que Germain Heyesh a bâti l'école historique marocaine sur l'utilisation des archives. Bien sûr, ça a été fait avec la complicité de son ami, collègue Brahim Boutaleb, qu'ils ont fondé tous deux ensemble le département d'histoire. Après sa mort, disait toujours Brahim Boutaleb, une autre équipe dont j'ai l'honneur, c'est Brahim Boutaleb qui parle, de coordonner les travaux, s'est constituée pour porter le flambeau. Tout à l'heure, M. le doyen a parlé d'institutions. Brahim Boutaleb maintenant parle de flambeau. C'est vrai, c'est un flambeau, c'est comme une flamme olympique. Il faut que chaque génération la passe à l'autre. Il faut que cette torche restera allumée. Et là, ce n'est pas chose facile. Ce que dit Brahim Boutaleb, nous avons hérité d'une école historique doublement enracinée dans la culture andalouse et dans la tradition marocaine. Nous sommes les petits-fils d'Abou Ubayd al-Bakri. C'est toujours Brahim Boutaleb, ou d'Ibn al-Khatib, autant que ceux d'Ibn Abi Zara ou d'Abou al-Qasim Zayani. Mais nous sommes aussi les disciples reconnaissants de nos maîtres français et espagnols, qui nous ont formés à la méthodologie moderne, qui nous fait connaître le formidable capital scientifique qui est le leur, depuis Hérodote jusqu'à la production actuelle, qui ne cesse d'ouvrir de nouvelles pistes d'investigation. Avec l'arrivée de Brahim Boutaleb, un changement capital va s'opérer, c'est l'introduction de la langue arabe dans Hespéris. C'est la première fois, à partir de 1991, qu'on commence à rédiger, on accepte la publication d'articles rédigés en arabe, et ça va poser quelques problèmes pour le futur, parce qu'on se retrouve avec une couverture avec une face arabe, et un sommaire avec une face arabe, et l'ancienne couverture avec une face des caractères latines, et avec un sommaire en caractères latines. Pourquoi Brahim Boutaleb a décidé d'introduire l'arabe? Et ça n'a pas plu à quelques-uns. Il y en a qui ont quitté le navire. Il y en a qui ont quitté il y en a qui ont dit il existe une revue en arabe à la faculté de lettres, et ceux qui veulent publier en arabe, ils n'ont qu'à aller publier. Alors il y a des gens qui sont partis, mais Brahim Boutaleb a insisté pour que ça soit fait. Cette revue va continuer avec la même politique jusqu'à 2014. Vous voyez,
il y a toujours cette façade arabe et façade latine. J'ai oublié tout à l'heure de parler du cachet qui a été donné à la revue. Le fait de choisir la tour d'Al-Qarawiyyin comme marque de fabrique de cette revue, c'est pour combler le vide qui existait dans les autres couvertures, mais ça a une signification, bien sûr, civilisatrice très importante. Et je crois que c'était Mohamed El-Fassi, qui était ministre de l'enseignement à l'époque, qui a eu cette idée. Et lorsqu'on a voulu passer à l'époque à la période, à la phase de l'indexation, on a commencé à penser peut-être, est-ce qu'il ne faut pas changer cette couverture? Est-ce qu'il ne faut pas faire? Est-ce qu'on va se limiter à mettre nouvelles collections, nouvelles séries, ou est-ce qu'il faut maintenir? Il y avait alors, au sein du comité de rédaction, il y avait la guerre, presque la guerre, parce qu'il y avait les conservateurs qui veulent conserver, les jeunes qui veulent qu'on fasse des changements, mais on a trouvé un consensus et on s'est retrouvé avec cette couverture. Et surtout que lorsqu'on a entamé le processus de l'indexation, on a refusé d'accepter que la revue puisse avoir deux sommaires. Parce que quand on parle d'indexation, ça veut dire que quand on fait une recherche, par exemple, on choisit la page 40 dans le volume temps. Vous cherchez page 40, vous trouverez page 40, un article en arabe à droite et un article en anglais, en espagnol à gauche. Pour un chercheur qui veut se retrouver, il est dérouté. Alors, pour l'indexation, pas question que la revue continue avec une couverture avec deux faces. Alors, il fallait résoudre le problème. Brahim Boutaleb n'était pas d'accord avec ce choix. Il a dit, on s'en fout, on n'a rien à foutre avec l'indexation. Espéry Samouda existe depuis, il est connu, etc., etc. Mais il y avait les impératifs que M. le doyen a évoqués. Le ministère de l'Enseignement est devenu sensible et il veut que les revues soient indexées parce que le classement des universités se fait sur la base des revues indexées. Et au Maroc, il n'y en a pas. Alors il fallait absolument faire des concessions et pour les titres en arabe, on les inclut dans le sommaire, mais avec des caractères latins. C'est bon, et conclusion. Oui, d'accord. Je vais conclure. Tout en travaillant pour préparer le dossier de l'indexation, il fallait bien sûr travailler avec une autre stratégie. Il fallait que la revue puisse être alimentée d'une manière constante. Avant l'indexation, on a beaucoup travaillé sur la visibilité de la revue. Là, on a participé au salon de la revue à Paris en 2017. On est allé au salon du Caire, on est allé au salon du Tunis. Je suis allé faire une présentation de la revue à l'IRMC. Ce travail commence à porter ses fruits parce qu'on a commencé à travailler avec des dossiers. Alors, on a établi une liste et la stratégie qu'on avait adoptée, c'est que on a choisi des thèmes et on a demandé à des spécialistes qui travaillent dans ce thème de nous préparer des dossiers spéciaux. Pourquoi? Parce que les dossiers spéciaux permettent d'anticiper, d'organiser, d'avoir du numéro dans le frigo, si vous voulez, et qu'on les publie au temps venu. Et c'est ce que se faisait à l'époque des protectorats. À l'époque des protectorats, ils arrivaient à publier 4 fascicules par an. Nous, même avec ce changement de cette méthode, même avec l'ère Internet, etc., à peine, avec beaucoup de difficultés, on arrive à produire 3 fascicules. Et vous voyez, là, nous avons, pour l'année 2016, 3 fascicules. Un double fascicule sur un seul sujet, sur le juif au Maghreb. Ce qui va rendre les choses beaucoup plus compliquées, c'est qu'au début, Clarivate Analytics nous ont demandé d'envoyer les numéros de la revue sous format papier pour qu'ils soient analysés, pour qu'ils soient homologués, pour qu'ils nous donnent l'indexation. À la dernière minute, on nous surprend et nous dit ceci: il faut absolument que la revue soit mise en ligne. Ça veut dire que la validation
de l'homologation, de l'indexation de la revue se fasse directement en ligne. Et là, c'était un autre problème. Il fallait construire un site très rapidement et mettre les revues, les numéros de 2016 et 2017 en ligne. Et ça a marché. Et on a reçu la lettre d'indexation chez Thomson Reuters Web of Science au mois de juillet en 2017. Et l'indexation a commencé à partir de 2016. C'est la dernière phase, si vous voulez, que nous vivons de la revue. C'est la revue Hesperis Samouda est devenue une revue connectée. Pardon. Ça, c'est le site qu'on avait créé lorsque l'indexation nous a imposé la création d'un site. Le site a été construit très rapidement, mais il fallait absolument que le travail soit fait en ligne. Là, un numéro spécial sur les changements climatiques que c'est Mohamed Barrian a préparé à l'occasion de la COP22. C'est comme ça qu'on fait nos annonces dans notre site. On a réussi à avoir le label de la COP22, mais sans prendre le temps de se mêler les gens. Nous, on travaille dans la sérénité. On a publié un travail scientifique et puis on l'a distribué. On n'est pas allé à Marrakech, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes des scientifiques, nous travaillons avec une tête reposée. Et ça va continuer comme ça, avec des dossiers. Un autre dossier à l'occasion de la Première Guerre mondiale, un front oublié de la Première Guerre mondiale. Un autre dossier sur les mobilités. C'est comme ça qu'on fait notre présentation dans le site pour annoncer l'apparition de numéros. On s'arrête là. On ne fait ni conférence de presse, ni communiqué de presse, ni rien. Tout ça, on n'a pas le temps pour le faire. Les gens qui veulent faire un travail scientifique, c'est à eux de le chercher, ce n'est pas à nous d'aller le voir. Et là, nous sommes devant les 3 derniers fascicules de 2019. Là, c'est le dernier fascicule qui est mis en ligne et on n'a toujours pas reçu le format papier. Ça veut dire qu'on met le numéro en ligne un mois avant la sortie de format papier et on laisse le temps aux auteurs de nous envoyer leurs remarques, de corriger avant la sortie de... Là, je termine avec ça. Ce sont les dossiers à venir. L'histoire mondiale et nous. Il paraîtra dans 3 mois. Il est coordonné par Abdou Filali Ansari. C'est pour donner une idée du lecteur marocain et maghrébin sur l'histoire, ce qu'on appelle aujourd'hui Global History, l'histoire mondiale et nous. Il y a un autre dossier d'une très grande ampleur intitulé North African Societies Anthropological Perspectives, qui est coordonné par Rahma Birqiya, qui est la présidence de la séance, mais qui est notre fierté au comité de rédaction, parce qu'il fait toujours partie de notre comité de rédaction. Mais si vous appartenez au comité de rédaction, vous devriez travailler. Alors là, il est en train de préparer un dossier. Abdou Filal Insari et Abdel Ahad Sebti, qui appartient au comité, il faut travailler. On ne se contente pas de mettre son nom sur la revue et on fait le notable. Non. Tous les membres du comité scientifique, qu'ils soient nationaux ou internationaux, doivent travailler. Le khalifa miroir de l'opération Histoire, Henri Laurence et Jalil Esbahi. Henri Laurence, je l'ai piqué ici à l'Académie. Il est venu pour faire une présentation. J'ai sauté dessus. J'ai dit, là, il faut nous faire un dossier. Et ça marche. Et le dossier est en train de se préparer entre Henri Laurence et Jalil Esbahi. Un autre dossier, repenser la Palestine depuis le Maghreb. Parce qu'on a toujours parlé de la question palestinienne à partir de l'Orient. Nous voulons toujours donner notre point de vue. Un autre dossier en cours, le musée au cours de la société maghrébine, etc. Je vous remercie. Oui. Je me suis obligée de vous arrêter. Oui, je suis désolé. Non, ça c'est la revue, c'est les numéros de la revue qu'on a retrouvés en Tunisie.
Je fais juste défiler ces diapos, je m'arrête. Et on a même trouvé une carte de visite envoyée par le doyen de la faculté de lettres dans une bibliothèque tunisienne avec les anciens numéros. C'est ce qui est prouvé, ce que je disais tout à l'heure, que la revue a été distribuée à partir de Paris et après l'indépendance, elle est distribuée à partir de... là, c'est les salons du livre au Maroc. On est passé aussi par la télévision pour que le public puisse avoir une idée de la revue Hesperis Samouda. Et il y avait même un programme d'Al Jazeera intitulé Al-Masha' de 35 minutes consacré entièrement à la revue. Et j'ai beaucoup apprécié le mot qui a été dit, et je termine là, par le Tunisien qui a préparé ce programme. Il l'a dit en arabe, مجلة أسسها الاستعمار وحررها العلم. Je m'arrête là.